Bonjour à tous, c'est Cyrus et bienvenue dans cet épisode de Science et Fiction, l'émission où on fait se rencontrer une personne du monde académique et une personne du monde de la fiction. Est-ce que vous saviez qu'un aller-retour en avion à Bali émet autant de CO2 que la production de 50 iPhone X? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de voyage. À quoi va ressembler le voyage de demain? Comment il va évoluer? Et surtout comment il doit évoluer? Aujourd'hui, je suis très bien entouré. Je suis avec Saskia Cousin, anthropologue du tourisme et de la mondialisation et maîtresse de conférences à l'Université de Paris. Bonjour Saskia. Bonjour. Et je suis également avec Katie Stewart, qui est autrice de science-fiction et poétesse. Elle est aussi présidente de l'Université de la Pluralité, une association internationale qui cherche à explorer les imaginaires alternatifs du futur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Parfait. Bon, le vrai problème avec le voyage aujourd'hui, on est d'accord, ça va pas être le train ou le vélo ou quoi, c'est vraiment l'avion qui est au cœur de tous les débats quand on parle de voyage. Saskia, vous qui travaillez sur le sujet, quel est le problème avec l'avion? Pourquoi certaines personnes décident de ne plus l'utiliser? C'est un problème écologique parce que c'est l'industrie la plus polluante et en plus qui augmente le plus rapidement. L'industrie des croisières, c'est pas mal non plus. Hein. C'est un problème géopolitique parce qu'en fait, il n'y a pas de régulation internationale. Donc ça paraît incroyable, mais il n'y a pas de taxe sur les carburants, par exemple, à l'échelle internationale parce que l'industrie aérienne fonctionne sur des conventions qui datent des années 50. Mais ça pose aussi un problème citoyen et démocratique, je dirais. Citoyen, il y a évidemment des gens qui choisissent d'arrêter de prendre l'avion, mais en général, ceux qui choisissent d'arrêter de prendre l'avion, c'est en fait ceux qui prenaient le plus l'avion avant. Donc, faut rester modeste, parce que ceux qui polluent le moins en prenant l'avion, c'est d'abord les 95% d'humains qui prennent pas l'avion. D'accord? C'est pas, par exemple, le FlexCab, la honte de prendre l'avion, c'est un mouvement qui vient des pays nordiques, qui sont les peuples du monde qui prennent le plus l'avion. Et puis, c'est aussi un problème démocratique parce qu'en fait, ceux qui auraient vraiment besoin de prendre l'avion pour se déplacer, pour la famille, pour l'immigration économique, pour la santé, ils ne peuvent pas pour des raisons matérielles, économiques, financières et aussi pour des raisons géopolitiques parce qu'ils n'ont pas accès au visa. C'est aussi un imaginaire de conquête, aller ailleurs, aller consommer autre chose, aller conquérir, aller coloniser, aller exploiter. Donc, il y a tout un tas d'usages qui correspondent à des valeurs dont, globalement, on ne veut plus. Est-ce qu'il faut revenir en arrière? Est-ce qu'il faut séparer définitivement les familles qui sont éclatées sur plusieurs continents? Est-ce qu'il faut faire comme s'il n'existait pas des migrations qui sont ou choisies ou subies? Enfin, voilà, il me semble que c'est complexe. Alors, le tourisme, effectivement, c'est quelque chose qui va vraiment porter la marque de tout ce qui ne va pas. Mais la question de l'avion, pour moi, c'est un petit peu plus large. Et c'est intéressant parce que pendant la crise du Covid, il y a eu un double mouvement parce que d'un côté, on a fait des voyages beaucoup plus locaux, donc on a changé de destination touristique. Et de l'autre côté, il y a des compagnies aériennes qui ont même proposé des vols. J'ai halluciné quand j'ai vu ça, des vols sans destination, c'est-à-dire que vraiment l'avion part, fait un tour et revient. Comment on peut expliquer ce double phénomène? Alors, ça paraît absolument incroyable d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, de faire des tours en l'air pour se reposer. Hein. C'est moins un succès tel que ça a été mis en avant par certaines compagnies aériennes qu'une communication de crise. Et l'objectif, c'est pour les compagnies aériennes et aussi pour les aéroports, de se constituer comme destination en soi. Et donc, en fait, toujours travailler sur cette idée que voyage égale avion. Donc, s'il n'y a plus de voyage, il reste quand même l'avion qui est le voyage. Il n'est plus ce qui permet le voyage, il est le voyage en lui-même. Katie, vous êtes d'accord avec ce constat? J'aimerais revenir sur ce que c'est l'imaginaire du voyage en science-fiction, parce que c'est quelque chose d'assez ancien, finalement, dans toute la littérature, d'ailleurs. Hein, l'histoire commence quand le héros part. C'est aussi le terreau de cette envie d'évasion par de la technologie la plus avancée possible, aller de plus en plus loin, aller de plus en plus vite, et sans plus se demander pourquoi, parce que c'est comme ça et que ça vend du rêve, quoi. Et parce qu'on peut le faire, en fait, à partir du moment où on peut le faire. Et qu'on peut le faire, bien sûr.
Et en fait, la science-fiction a ce double côté qui est de s'intéresser aux sciences et essayer de raconter quelque chose d'intéressant autour des sciences, mais aussi s'interroger sur le réel et imaginer en poussant quelque chose, une tendance qu'on va remarquer dans le présent, imaginer et si, voilà, qu'est-ce que ça peut devenir? Et si on imaginait un monde où on revenait au ballon dirigeable, et si on devait se passer de l'avion, et si, enfin voilà, et l'idée c'est vraiment d'accéder à des récits qui vont être différents. Il faut qu'on trouve des alternatives à l'avion. J'ai l'impression, si on veut aborder le voyage autrement. Alors, forcément, l'industrie aéronautique, elle parle d'avions électriques, avions à hydrogène, etc. Bon, alors, selon un rapport d'ingénieurs, c'est des choses qui vont arriver bien trop tard pour maintenir le réchauffement climatique à des niveaux acceptables. Vous qui êtes autrice de science-fiction, est-ce qu'il y a des innovations techniques qui peuvent nous permettre de voyager autrement? Je vais vous citer quelques exemples qui ont été déjà abordés dans des bouquins de science-fiction. Donc pour des voyages sur une même planète, puisque en science-fiction, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, les voitures volantes, c'est un classique, très visuel. C'est la même chose que l'avion, en fait. En pire, puisque c'est individuel. Des glisseurs, des chariots à vent, des dirigeables. Et ce que je trouve très amusant, mais qui peut-être devrait nous inspirer, ce sont des barges fluviales tirées par des raies manta. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre le dépaysement, en fait, qu'apporte le transport aérien? Là où il y a des récits où les personnes font part de plus grand étonnement, enchantement, dépaysement, l'impression d'avoir fait un voyage, c'est sur des circuits où finalement, ou des visites ou des découvertes qui finalement se passent à proximité, parce que ce dépaysement, ce voyage, il est d'abord ce fait de sortir de soi et d'être étonné. Le voyage, il n'est pas lié au nombre de kilomètres, il est lié à l'envie, en fait, de faire ce chemin en soi. La plupart des gens qui partent en vacances, qui font le grand des arrivées internationales des 1,4 milliards de touristes, ce sont des gens qui partent en vacances. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais ils ne cherchent pas à voyager, ils cherchent à se déplacer pour aller dans un endroit où ils vont pouvoir se reposer. Et donc, en fait, ils vont souvent dans l'endroit où le rapport qualité-prix leur paraît le meilleur. Donc là, ça pose un problème économique. Pourquoi ça coûte moins cher d'aller à l'autre bout du monde que d'aller dans un hôtel en train proche de chez soi. Et donc, on n'a pas à juger. Je ne juge pas les gens qui vont à l'autre bout du monde pour se poser sur une piscine, mais je pense que ça pose un problème économique, géopolitique et écologique, que pour faire ça, il faut qu'ils aillent à l'autre bout du monde et qu'ils prennent l'avion. Je pense aux gens qui nous regardent et qui ont envie de changer peut-être leur pratique à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des pistes? Justement, ce que je viens de dire, c'est par exemple 80% des Français partent en vacances en France. Ce qu'on a vu avec la pandémie, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu cette espèce de relocalisation mondiale où finalement, les personnes qui avaient l'habitude de voyager autour du monde, en fait, se sont relocalisées. Et il s'est passé ce que les experts appellent de leur vœu depuis des dizaines d'années, qui est une répartition sur le territoire dans les différents pays d'Europe, où les gens se sont installés dans les campagnes, etc. Ce qui est important de se souvenir, c'est que la plupart des gens ne prennent presque jamais l'avion, et ceux qui ne prennent jamais l'avion et qui va aller se poser peut-être toujours dans le même camping ou faire des barbecues avec ses amis en bord de Loire, il polluera toujours moins que d'aller dans un écologe à l'autre bout du monde. En fait, quand je vous écoute toutes les deux, j'ai le sentiment qu'un des enjeux pour voyager autrement, c'est aussi finalement de questionner notre rapport au temps. Parce que l'avion, il permet de se téléporter en quelques heures à l'autre bout de la planète. Et c'est un peu un symbole de l'accélération du monde, quoi. On se déplace plus vite, on produit plus vite. Et pourtant, on est nombreux et nombreuses à avoir le sentiment de toujours manquer de temps. C'est un des gros paradoxes de notre temps. Et ça, comment on peut l'expliquer? Est-ce qu'il n'est pas temps de ralentir un petit peu? La question du temps et du rapport au temps, en science-fiction comme en science, finalement, le temps et l'espace sont souvent travaillés ensemble. En physique, c'est le cas aussi, c'est toujours le temps et l'espace. Et cette question du temps va se poser sur les voyages à partir du moment où on sort du système solaire.
La téléportation et l'hyperespace, en tout cas, sont les solutions proposées par la science-fiction pour régler ce problème de temps. Et le but ultime en science-fiction, c'est évidemment de pouvoir aussi voyager dans le temps directement, soit en allant plus vite dans la bonne direction, soit en revenant carrément en arrière. Et on voit là les fantasmes de contrôle, finalement, de ce qui nous est donné, quoi, notre temps de vie et notre espace. C'est pas du tout slow travel, tout ça. C'est pas slow, et puis je pense que les auteurs de science-fiction des générations précédentes se sont assez peu posé les questions des ressources. Tout a l'air illimité. Il n'y a plus de pétrole sur Terre, c'est pas grave, on va trouver une planète où il va y en avoir. On peut plus écrire comme ça, on peut plus réfléchir comme ça. Ce que vous décrivez, c'est un petit peu ça, c'est un peu le slow travel, non? Oui, alors c'est l'histoire de l'humanité, c'est circulation à travers la planète, ça veut dire c'est du slow travel. Là. Enfin, voilà, le plus grand voyageur de tous les temps, il Batuta, il fait le tour du monde en 25 ans, mais il fait des milliers de kilomètres, mais il se marie 4 fois, il a toutes diverses aventures, il fait le tour du monde. C'est celui qu'on considère comme le plus grand voyageur, et on est au XIVe siècle, ce qui est nouveau et ce qui est lié à une conception très contemporaine et on va dire occidentale au départ, c'est l'idée qu'il faut absolument accélérer le temps parce que le temps c'est de l'argent et qu'il faut le profiter, et donc même pendant ses vacances on doit raccourcir le temps du voyage et sur place faire le plus d'activités dans un temps réduit, etc. Ça c'est lié à la société de consommation. L'idée c'est finalement plus on a de miles, de kilomètres, on a fait plus de pays parce qu'on dit on fait des pays, on a visité plus de monuments, etc. Donc on accumule. Donc en fait c'est à voir avec le problème de la société occidentale dans son rapport à l'accumulation. Katie, je me demandais si vous vouliez rebondir dessus. Quand Saskia parle de l'envie d'être ensemble, d'être avec des gens, de se reposer, ce sont des choses qui paraissent évidentes et banales. Quand je lis des histoires de science-fiction, je ne trouve pas encore ça. Alors que quand même, ce sont des besoins fondamentaux. Et l'idée de travailler avec des artistes, c'est aussi d'avoir des gens qui sont capables de pointer du doigt des choses qu'on ne voit plus. Ce sont des gens qui sont capables de déceler des angles morts, et c'est précieux. Je me demandais si vous pouviez me donner 3 mots, chacune d'entre vous, qui selon vous pourraient définir le voyage de demain. Alors, j'ai choisi volontairement des mots un peu ambigus parce que ce qui m'intéresse, c'est plus les questions que les réponses. Donc, le premier mot que j'ai choisi, c'est le mot compromis. Pour dire quelque chose de double, que le voyage en avion en tant que tel, c'est un projet qui serait compromis, mais qui aussi demanderait que soient faits des compromis. Le deuxième mot, c'est le mot respectueux, pour pointer du doigt la nécessité de respecter déjà les populations et les endroits qui vont être visités. Les gens ne sont pas des produits. Et le troisième mot, c'est précieux, pas dans l'idée de réserver à une élite, mais précieux comme tout ce qui devient rare, précieux comme tout ce qui est manipulé avec beaucoup de délicatesse, et précieux aussi dans la mesure où si je fais un voyage en avion, c'est une décision qui est pesée et c'est un moment qui va devoir être riche finalement, mais riche en richesse humaine, en richesse en ouverture. Excusez-moi, vous faites de la poésie, non? Oui, je suis poétesse à la base. 3 mots très justes. Donc moi, j'avais choisi proximité parce que l'idée, c'était la question du proche. Hein, le voyage, il peut être proche, mais c'est aussi la proximité avec des personnes. J'avais choisi le terme dépaysement. J'espère qu'on pourra encore être dépaysé demain et je pense qu'on pourra l'être. Mais simplement, si les hauts lieux du tourisme sont normalisés, finalement, c'est comme les aéroports. Hein. On n'est jamais dépaysé dans un aéroport. C'est toujours la même chose. Donc, voilà. L'idée, c'est que le voyage puisse rester un moment de dépaysement. Et puis, dernière chose, évidemment, la question de la rencontre. Parce que un voyage, encore une fois, comme ce n'est pas un déplacement, le plus grand voyage qu'on peut faire, c'est quand on a une rencontre. Alors, en général, c'est avec des êtres humains, mais ça peut en fait être avec beaucoup d'autres choses, avec des êtres vivants, avec des paysages. Il se passe quelque chose qui va affecter notre identité. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux.
C'était un plaisir d'avoir cette conversation, en tout cas, avec vous deux. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. C'était super enrichissant. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme pour l'épisode précédent, je vous invite à mettre 3 mots en commentaire qui pour vous symbolisent le voyage de demain. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce compte Instagram pour ne pas rater les prochains épisodes de Science et Fiction.